Pose ton arrosoir. Pose-le vraiment. Appuie-le contre le mur. Écarte-toi d'un pas et regarde tes fraisiers. Regarde-les sans rien faire pendant 5 secondes. Tu vas remarquer quelque chose que tu ne remarques jamais parce que tu arrives toujours avec l'arrosoir à la main, avec le pulvérisateur, avec la binette. Tu arrives toujours en train de faire quelque chose. Mais là, pour une fois, regarde juste. Est-ce que tu vois la terre autour des pieds? Sèche en surface, craquelée par endroits, pâle. Et tu sais ce que ça veut dire pour toi. Dans 2 jours, il faudra revenir arroser. Comme la semaine dernière, comme la semaine d'avant, comme tous les étés depuis que tu as ces fraisiers. Ce n'est pas un problème de météo, ce n'est pas un problème de variété. C'est un problème de sol. Un sol qui n'a pas ce qu'il faut pour garder l'eau, pour réguler sa propre température, pour se défendre contre les champignons qui s'installent dès juin. Et ce problème, il se règle une fois, en avril, avec un geste qui prend moins d'1 heure pour 20 mètres carrés, et qui te libère du bidon d'arrosage et du flacon de traitement pour tout l'été. Ce geste, on le savait. Il était pratiqué dans tous les potagers de Bretagne et du Perche avant les années 60. Transmis de main en main, de grand-mère à fille, sans étiquette et sans notice. Et puis les rayons des jardineries se sont remplis de solutions liquides, de stimulateurs, de traitements préventifs. Et le geste simple a disparu. Pas parce qu'il ne fonctionnait plus, parce qu'il ne rapportait rien. Aujourd'hui, je te le redonne. Tu n'as pas tort de faire ce que tu fais. Tu arroses tous les 2 jours parce qu'on t'a dit que les fraisiers ont besoin d'eau régulière. Tu traites en juin parce qu'on t'a dit que la botrytis, la pourriture grise, est inévitable par temps humide. Tu bines entre les rangs parce qu'on t'a dit que ça améliore la structure du sol. Chacune de ces choses a une logique. Aucune n'est fausse en elle-même. Mais ensemble, elles forment une routine qui t'enchaîne au potager 3 fois par semaine, pour des résultats qui restent, saison après saison, à peu près identiques. Ce n'est pas ta faute. On ne t'a jamais montré l'image complète. On t'a donné des solutions partielles à des symptômes, sans jamais t'expliquer d'où venaient ces symptômes. Et derrière chaque solution partielle, il y avait quelque chose à vendre. Garde ce que tu ressens là. Ça va t'être utile dans quelques minutes. Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement ce qui se passe dans le sol sous tes fraisiers pendant les mois de mai à août, et pourquoi ce que tu fais maintenant travaille contre toi sans que tu l'aies jamais demandé. Tu vas entendre l'histoire de Germaine Leblanc, maraîchère dans le Perche, et de son jardin qui ne souffrait jamais en été. Un jardin que les voisins venaient voir comme une curiosité, sans jamais comprendre pourquoi ce qu'elle faisait semblait si facile. Et tu vas avoir un protocole exact, pas une liste d'achats, pas un produit miracle, un protocole avec 3 gestes dans l'ordre. Mais avant ça, il y a une erreur. Une erreur que presque tous les jardiniers passionnés font, pas les débutants, les passionnés, ceux qui regardent des vidéos, qui lisent, qui s'informent. Une erreur qui ressemble exactement à une bonne pratique. Et si tu ne la connais pas, tu vas la refaire cet été. Et en juillet, tu vas trouver les premières baies gâtées, et tu ne feras jamais le lien. Reste jusqu'à la fin. La réponse est là. Parlons argent, concrètement. Le traitement préventif contre la botrytis, 18 € le flacon, que tu appliques 2 fois par saison parce qu'une application ne suffit pas sur la durée de la fructification. Mais les spores reviennent dès la pluie suivante parce que tu n'as jamais modifié le micro-environnement qui les accueille. Seulement tuer celles qui étaient déjà là. Un engrais fraisier pour compenser la fatigue des plantes en milieu de saison. 12 €, parce qu'une plante qui souffre de stress hydrique consomme son énergie à réguler sa température plutôt qu'à produire des fruits. Et tu nourris une plante épuisée au lieu de traiter l'épuisement lui-même. Un activateur de sol vendu comme correctif de structure, 15 €, parce que le vendeur t'a expliqué que la terre autour des fraisiers durcit et perd sa capacité de rétention avec les années. Et il n'a pas tort. Il n'a juste pas mentionné que la solution naturelle à ce problème se met en place une fois en avril et coûte 0 € si tu as de quoi pailler. 45 € par saison, en moyenne. Multiplie par les 5 ou 6 ans que tu as ces fraisiers, c'est 250 € investis dans des solutions à des symptômes que tu aurais pu ne jamais avoir. Et l'arrosage, pas l'eau, ton temps.
2 fois par semaine de mai à septembre, 20 minutes à chaque passage sur 20 semaines. C'est environ 14 heures passées l'arrosoir à la main pendant la saison. 14 heures. Pour des plants qui, avec le bon paillage en place, se seraient pratiquement autogérés. Est-ce que tu as calculé, toi, combien de saisons tu en es à ce rythme? Et là, la question qui ne se pose jamais dans les magazines jardins. Si un seul geste en avril supprime ces 2 problèmes en même temps, pourquoi personne ne t'en a jamais parlé? Pas le vendeur, pas la brochure, pas la vidéo de la marque. Il y a une réponse. Elle date de 1968. Et elle va t'énerver. Germaine Leblanc avait 62 ans en 1968. Elle cultivait des fraisiers, des haricots et des légumes racines depuis 40 ans dans son potager du côté de Nogent-le-Rotrou, en bordure du Perche. Un potager ordinaire, en apparence. Pas particulièrement grand, pas particulièrement riche. Mais avec une chose que les voisins ne s'expliquaient pas. Ces fraisiers donnaient jusqu'à fin août sans que Germaine les arrose plus d'1 fois par semaine, même en juillet chaud, et sans jamais utiliser le moindre traitement contre la botrytis. Les voisins venaient voir. Ils regardaient la terre sous les plants et ils ne comprenaient pas tout de suite ce qu'ils voyaient. Parce que ce qu'ils voyaient, c'était simplement de la paille. De la paille d'avoine, déposée chaque année en avril sur une épaisseur que Germaine mesurait à l'empan de sa main, de l'extrémité du petit doigt au pouce écarté, environ 20 cm. Ni plus, ni moins. Elle avait appris ça de sa mère, qui l'avait appris de la sienne. Pas de thermomètre, pas de mesure précise. Juste un geste transmis avec sa juste proportion, comme une recette de cuisine. Ce que Germaine savait, sans le formuler en termes scientifiques, sous cette épaisseur de paille, la terre ne séchait jamais complètement. La surface restait fraîche, même par 30 degrés. Et les fruits qui touchaient la paille plutôt que la terre humide ne pourrissaient pas. Ils mûrissaient proprement, sans contact avec l'humidité stagnante au sol. En 1968, un technicien du groupement de développement agricole du Perche vendômois, un homme jeune, curieux, qui venait de finir ses études à Angers, a fait le tour des vieux jardins de la région pour documenter les pratiques traditionnelles avant qu'elles disparaissent. Il s'appelait André Fontaine. Il a passé 2 heures avec Germaine, à mesurer les épaisseurs de paille, a pris des photos, a noté les variétés et les résultats. Il est reparti avec un cahier plein de données. André a rédigé une fiche technique, pas un rapport académique, une fiche pratique, claire, reproductible, destinée à être distribuée aux jardiniers amateurs de la région. Il l'a envoyée au service vulgarisation de la Chambre d'agriculture régionale avec une proposition simple. Diffuser cette pratique dans les bulletins agricoles de printemps. La réponse est arrivée 3 semaines plus tard. Pro-local, pas assez universel. Données non vérifiées à grande échelle. André a rangé sa fiche. Il a continué son travail, est passé à d'autres sujets et n'a plus jamais relancé le dossier. Ce n'était pas un homme qui abandonnait facilement, mais il avait 28 ans, un poste à tenir et d'autres batailles. Germaine, elle, a continué à pailler ses fraisiers chaque avril jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se baisser. Et la connaissance qu'elle portait est restée dans son jardin, sans jamais voyager plus loin que ses voisins immédiats. Est-ce que tu réalises à quoi ressemble cette image? Une femme qui savait, un homme qui a écouté et documenté, un système qui a refermé la porte. Si tu penses que Germaine Leblanc méritait d'être entendue, mets un pouce en l'air. Pas pour la chaîne, pour elle. Et pour tous ceux qui, cet avril, vont planter leurs fraisiers sans paille et se retrouveront l'arrosoir à la main jusqu'en septembre. Maintenant, ce qui se passe vraiment sous la paille, et je vais t'expliquer ça avec une image que tout le monde connaît. Tu as déjà mis un torchon humide sur ta table de jardin par une journée de plein soleil. Au bout d'1 heure, le torchon est sec, il est raide, il a tout perdu. Maintenant, imagine que tu poses ce même torchon humide sous une planche de bois. 2 heures plus tard, tu soulèves la planche. Le torchon est encore humide. L'humidité n'a nulle part où aller. Elle reste là, prisonnière de l'espace. C'est exactement ce que fait le paillage avec l'eau du sol.
La couche de matière organique, paille, foin, broyat de bois selon ce que tu as, crée un espace tampon entre l'air chaud et sec qui cherche à assécher la terre et la terre elle-même. La chaleur du soleil arrive, frappe la surface de la paille, mais la terre en dessous ne la reçoit pas directement. L'évaporation ralentit de façon spectaculaire, non pas un peu, de façon spectaculaire. Des mesures faites dans des jardins du sud-ouest de la France ont montré des sols paillés qui conservent l'humidité 2 à 3 fois plus longtemps qu'un sol nu, à conditions météorologiques identiques. Ce qui veut dire, concrètement, si tu arrosais 2 fois par semaine, tu passes à 1 fois par semaine. Dans les régions avec des étés normaux, pas de canicule prolongée, certains jardins bien paillés se passent presque entièrement d'arrosage de juin à mi-juillet. Pas parce qu'il a plus d'avantages, parce que l'eau qui est là ne part plus. Tu comprends maintenant pourquoi Germaine n'arrosait qu'1 fois par semaine en juillet. Et la botrytis, la pourriture grise qui te gâche les fruits chaque juin. Elle fonctionne exactement comme un champignon de salle de bain. Elle adore la chaleur humide. Elle adore l'eau stagnante. Elle adore la surface des fruits en contact avec une terre détrempée après une pluie. Supprime ce contact. Mets entre la fraise et le sol une barrière propre, sèche en surface, qui sèche vite après la pluie. Et tu supprimes la condition d'installation du champignon. Pas un traitement, pas une résistance chimique. Juste l'élimination des conditions qui permettent à la maladie de s'installer. Le champignon ne disparaît pas. Il est dans l'air. Il sera toujours là. Mais il ne trouve plus l'environnement dont il a besoin pour prendre. Et c'est une différence fondamentale. Traiter après l'installation coûte du temps et de l'argent. Empêcher l'installation ne coûte rien une fois que le paillage est en place. Regarde maintenant vers le Japon. Dans les préfectures de Tochigi et de Fukuoka, les 2 plus grandes régions productrices de fraises du Japon, qui fournissent des variétés très réputées comme la Toshiotome et la Amau, les producteurs traditionnels utilisent une technique de paillage au riz compressé et à la paille de blé depuis au moins le 19e siècle, documentée dans des manuels d'agriculture de l'ère Meiji. Ces producteurs n'arrosaient pas leurs fraisiers de plein champ plus d'1 fois par semaine, même pendant les étés chauds et secs. Le taux de perte par pourriture grise dans les exploitations qui maintiennent cette pratique est de 2 à 4%, contre 15 à 20% dans les exploitations qui utilisent le sol nu et compensent avec des fongicides. 2 points sur la carte. Le perche de Germaine Leblanc et les plaines à fraises de Tochigi. 2 cultures séparées par 10 000 km. Un seul principe. Mettre une barrière entre le fruit et la terre. Trouver indépendamment. Pratiquer discrètement. Jamais coordonné. Quand le même savoir émerge 2 fois de façon indépendante, ce n'est pas une coïncidence. C'est que le principe est vrai. Maintenant, l'erreur. Celle que j'ai promise au début, et qui va peut-être te faire tiquer parce que tu l'as faite récemment. Peut-être la saison dernière. Peut-être ce printemps. Quand tu mets du paillage autour de tes fraisiers, et peut-être que tu en mets déjà, même un peu, parce que tu as lu quelque chose là-dessus. Tu le mets quand? La plupart des jardiniers qui paillent le font en juin, quand les premières fraises commencent à apparaître, quand ils voient les fruits qui vont toucher le sol et qu'ils veulent les protéger. Logique, cohérent, et trop tard. Pourquoi trop tard? Parce que le rôle principal du paillage n'est pas de protéger les fruits au moment de la fructification. Il est de modifier le microclimat du sol pendant la phase de croissance, en mai, avant la floraison. Si le sol a déjà chauffé, desséché en surface et accumulé du stress hydrique sur les plantes en mai, la floraison sera moins abondante, les plantes moins vigoureuses et le paillage posé en juin ne récupère qu'une partie des bénéfices. Le gros du travail, la régulation thermique du sol pendant la montée en sève, aura déjà manqué. Le paillage posé en juin sur un sol déjà épuisé, c'est comme mettre une couverture sur quelqu'un après qu'il a eu froid pendant 2 heures. Ça aide, mais la personne a déjà été fragilisée. La couverture posée au bon moment, dès le début, c'est une autre histoire. C'est pour ça que le titre dit avril, pas mai, pas juin. Avril, quand les plants reprennent vie, quand les premières feuilles s'ouvrent, quand la sève monte.
C'est là que le sol a besoin de sa protection. C'est là que tout se décide pour l'été. Et maintenant, le protocole. 3 gestes, dans l'ordre. Le premier geste, choisir le bon matériau. Paille d'avoine ou de blé, foin sec, broyat de bois composté, pas de copeaux frais qui acidifient le sol en décomposant, pas de gazon coupé qui feutre et étouffe. La paille d'avoine est idéale parce qu'elle est légère, s'installe bien sans compacter et laisse l'eau de pluie traverser sans créer de nappe en surface. Tu la trouves en jardinerie ou en direct dans une ferme céréalière. 5 à 8 € la botte pour couvrir une bande de 10 mètres. Est-ce que tu as accès à de la paille facilement dans ton coin? Garde ça en tête pour la suite. Le deuxième geste, l'épaisseur. C'est là que la plupart des jardiniers sous-dosent. 1 cm de paille, ça ne fait rien. 5 cm, c'est insuffisant. Le seuil qui crée un effet réel, celui que Germaine mesurait à l'empan, c'est entre 15 et 20 cm d'épaisseur au moment de la pose. Après quelques semaines, la paille se tasse et se comprime naturellement jusqu'à environ 10 à 12 cm. C'est cette épaisseur tassée qui crée le véritable microclimat. Moins que ça. Et tu as une couche décorative, pas un système fonctionnel. Le troisième geste, la disposition autour du collet. Ne couvre pas le centre de la plante. Laisse un espace de 5 cm autour du cœur du plant, là où les nouvelles feuilles sortent. Le paillage se pose en couronne, pas en cercle plein. Couvrir le collet crée de l'humidité stagnante exactement là où la plante est la plus vulnérable, et tu reproduis le problème que tu essaies d'éliminer. 3 gestes. Le bon matériau, la bonne épaisseur, la bonne disposition. C'est tout le protocole d'André Fontaine, noté dans son cahier en 1968. Voilà maintenant comment tout ça fonctionne ensemble. L'image complète. Le premier mécanisme, c'est le climatiseur du sol. La paille maintient la température de la terre entre 15 et 20 degrés même quand l'air extérieur monte à 30 ou 35. Les racines travaillent dans leur zone de confort, sans jamais déclencher le mode survie que le stress thermique impose. Une plante en mode survie ne produit pas, elle survit. Une plante en confort produit. Le deuxième mécanisme, c'est le conservateur d'eau. L'évaporation de surface chute de plus de la moitié. L'eau d'arrosage ou de pluie reste disponible 2 à 3 fois plus longtemps dans le sol. Tu n'arrosais pas par excès de prudence, tu compensais une perte inutile. Supprime la perte, l'arrosage suit. Le troisième mécanisme, c'est le bouclier contre la pourriture. Le fruit mûri suspendu au-dessus d'une surface sèche, propre, jamais en contact direct avec la terre humide après la pluie. Botrytis perd sa porte d'entrée la plus facile. Le flacon de traitement ne disparaît pas de ton garage, mais il finit l'été encore plein. Ce qui sort de ta liste pour la prochaine saison, le double traitement préventif, le stimulateur de milieu de saison, les 14 heures l'arrosoir à la main. Ce qui reste, une botte de paille en avril et moins d'1 heure pour la poser. Maintenant le choix. L'option A, tu continues le cycle. Traitement, arrosage, bidon, flacon, été à courir après tes fraisiers. 45 € de produit, 14 heures de ton temps, et en juillet, tu regardes quand même les premières baies pourries avec ce sentiment familier. L'option B, tu poses la paille en avril, une fois, et tu observes. Écris A ou B dans les commentaires. Et explique-moi pourquoi. Pas pour me faire plaisir, pour te l'entendre dire. Parce que formuler un choix à voix haute, c'est déjà l'avoir fait. Et dis-moi dans quelle région tu es et ce qui t'embête le plus avec tes fraisiers. La botrytis, le stress en juillet, les plants qui s'épuisent après la 2e année. On recueille ces données. Peut-être que ta situation devient le sujet de la prochaine vidéo. Sous la paille, en avril, il se passe quelque chose de silencieux. La terre retient ce qu'elle a. Les racines trouvent ce qu'elles cherchent sans que tu sois là avec ton bidon. Les fruits mûrissent sans toucher ce qui les ferait pourrir. Personne ne voit ce travail. Il est caché, invisible, à 10 cm sous la surface. Mais en juillet, quand tu regardes tes fraisiers et que les baies sont propres, abondantes, et que tu réalises que tu ne t'en souviens même plus, du passage avec l'arrosoir 2 fois cette semaine, puis 3 fois la semaine suivante, alors tu vas comprendre ce que Germaine savait depuis toujours. La force n'est pas dans le flacon. La force est dans ce que tu poses en avril, avant que quiconque te demande d'acheter quoi que ce soit. Va en profondeur. Tout est là.